L'échiquier international, bienvenue à vous. La réponse ne s'est pas fait attendre. L'Iran lance des missiles balistiques en direction de la base américaine d'El Udeid au Qatar. Téhéran, Washington, l'escalade ou le saut dans le vide pour un conflit mondial. On va se poser la question naturellement. Après les frappes américaines contre les sites nucléaires en Iran, les autorités iraniennes avaient prévenu que la riposte serait appliquée. Des avions américains ont décollé en ce moment même de la base de Prince Sultan en Arabie Saoudite pour sans doute organiser une riposte. On en saura un peu plus dans quelques minutes, voire quelques heures. La spirale d'un conflit qui monte en intensité, redouté par tous, est bel et bien là. On relate qu'une base également américaine en Irak aurait également été visée. On essaye de mieux comprendre ce qui s'est passé, pour quelles conséquences surtout, dans un moment. On l'a dit, des missiles balistiques iraniens dans l'espace aérien qatari. Selon les premières estimations, 10 missiles balistiques auraient été tirés par l'Iran contre des bases militaires américaines au Qatar. Cela ouvre forcément un autre chapitre au sein du livre de l'agression sioniste contre Téhéran. C'était il y a 10 jours. Pour en parler, j'accueille un invité, Bassem Laraj, professeur en droit et spécialiste en relations internationales. Bienvenue Bassem Laraj. Merci pour l'invitation. Alors Bassem Laraj, on l'a dit, avec les dernières nouvelles qui nous sont tombées il y a quelques minutes, on a l'impression que le conflit est bien installé au Moyen-Orient, avec cette fois l'entrée en matière des États-Unis il y a 2 jours et la riposte iranienne. Oui, là, effectivement, là, on rentre dans une phase d'escalade qui était attendue après la décision des Américains de bombarder les sites nucléaires iraniens. Et les Iraniens avaient dit de manière très très claire que si les Américains allaient intervenir dans le conflit qui les oppose actuellement avec Israël de manière directe, donc cela allait engendrer une riposte, et on l'a vu aujourd'hui, donc on s'y attendait. Donc là, ils ont attaqué, ils ont bombardé, on va dire, la base d'Al Udeid au Qatar, et on parle également de bases en Irak. Mais le conflit peut s'étendre à d'autres bases en réalité dans la région, parce que les Américains, ils ont d'autres bases dans d'autres pays. On parle du Bahreïn notamment, d'Arabie Saoudite, des Émirats. Koweït, il y a 30 bases sur 12 pays. Exactement. L'attaque iranienne contre les bases américaines, on en parle. Elle porte déjà un nom, elle s'intitule Bachar el-Fath, et cela concerne toutes les bases, d'après les autorités iraniennes, toutes les bases américaines dans la région, 30 bases sur 12 pays. Est-ce qu'on s'attend, selon vous, à d'autres ripostes iraniennes contre ces bases? Maintenant, il faut attendre voir la position américaine en réalité, parce que malgré tout, la riposte iranienne reste mesurée. Ils n'ont pas limité, exactement. Ils ont lancé que quelques missiles sur la base qatari. Et donc, c'était plus une riposte symbolique pour le moment. Et il faut voir dans leur stratégie s'il y a la volonté de cibler d'autres bases américaines. Je ne pense pas que l'attaque iranienne va s'arrêter à ces bases, parce que vu l'ampleur des dégâts qu'ils ont subis en raison de l'intervention américaine, en toute logique, les Iraniens, je pense qu'ils préparent une riposte beaucoup plus grande que celle qu'on vient de voir. Et ça, ce n'est que peut-être le début en réalité d'une opération plus vaste. Les autorités qataries ont d'ores et déjà prévenu qu'elles se donnaient le droit d'une riposte selon le droit international. Donc peut-être aussi, il faut s'attendre à ce que le Qatar rentre dans la danse, entre guillemets, comme on dit. Effectivement, parce que d'une manière indirecte, c'est également porter atteinte à la souveraineté. L'opération iranienne porte atteinte à l'intégrité territoriale du Qatar, d'une manière indirecte. Par contre, malgré tout, les bases américaines sont situées dans ce pays. Les Iraniens avaient menacé que toutes les bases de la région seront potentiellement menacées. Donc là, il faut voir, les Iraniens, ils ont essayé un petit peu de calmer le jeu en disant que leur opération ne ciblait pas le Qatar, ni les sites stratégiques du Qatar, qui est un pays frère, et que ça visait seulement la base américaine. Maintenant, effectivement, sur le plan diplomatique et du droit international, ça pose également problème. C'est vrai, les Iraniens ont prévenu qu'ils, donc, comme vous venez de le dire... Les Iraniens, apparemment, ils avaient prévenu à l'avance les Qataris, en réalité, de l'opération. Ils ont prévenu à l'avance les Qataris. Aucun missile aurait touché le sol qatari. En dehors de la base américaine. À part la base américaine, bien sûr. On attend également, on dit que les Qataris ont prévenu, les Iraniens, ont prévenu les Qataris de cette attaque. C'est une attaque limitée. Donc on voit, il y a une forme de... Comme vous l'avez dit, une opération plutôt limitée. Ce n'est pas le Qatar qui est visé directement. Non, c'est plutôt une opération symbolique. On imagine très bien que le Qatar a prévenu les Américains aussi avant que les missiles iraniens arrivent.
On va en parler, logique, voilà. On va en parler justement de cette diplomatie subtile, puisque ce matin, il y a le ministre des Affaires étrangères, Al-Arqchi, était à Moscou, et forcément, peut-être, on a parlé effectivement de cette opération. On va parler dans un deuxième temps. Donc, on l'a dit, hein, l'attaque iranienne contre les bases américaines porte déjà un nom. Bachar el-Fath, Donald Trump, lui, le président américain, d'après les informations qui nous sont tombées il y a quelques minutes, tiendrait une réunion de crise avec des hauts responsables de la défense et du renseignement dans la salle de crise de la Maison-Blanche. Lui qui avait aussi dit il y a 2 jours que la paix était imposée suite au bombardement des 3 sites iraniens. On voit que c'est loin d'être le cas. Qu'est-ce que vous en pensez? Effectivement, et là on voit toute la contradiction de la politique du président américain qui a été élu sur une partie de son électorat, l'a élu parce qu'il avait promis qu'il allait retirer les Américains des conflits internationaux. Et là, par contre, on voit en réalité, c'est plutôt l'inverse qui est en train de se produire, et ce qui le met aussi également en difficulté par rapport à cette partie de son électorat. À sa base électorale. Il appelait ça d'ailleurs, je parle des guerres au Moyen-Orient, il appelait ça les guerres d'Obama et de Biden. Pour se démarquer. Pour se démarquer, mais on voit aujourd'hui, on commence à avoir la guerre de Trump également, qui commence à prendre de l'ampleur. Et on va voir ce qui va sortir de cette réunion. Est-ce que les Américains vont décider d'intervenir d'une manière beaucoup plus massive en Iran, en dehors de l'opération qu'ils ont menée sur les sites nucléaires? Et cela risque de changer la donne. Et finalement, on va rentrer dans un conflit véritablement plus large, avec la possibilité que ça dégénère et que ça impacte un plus grand nombre d'États dans la zone, et notamment les monarchies du Golfe. On parle des États-Unis d'Amérique quand même, avec un réseau de satellites, d'espionnage, d'écoute en tout genre. On ne peut quand même mettre de côté que les Américains ignoraient l'attaque iranienne. En plus, les autorités iraniennes avaient prévenu qu'elle était imminente. Oui, comme on le dit, certaines informations, en tout cas, vu que les Iraniens ont prévenu les Qataris, en toute logique, les Américains étaient informés. On a eu le même scénario à peu près lorsque le général Soleimani a été assassiné il y a quelques années par Trump également dans son premier mandat. Et lors de la riposte, les Iraniens avaient frappé une base américaine en Irak. Et apparemment, les Américains avaient été également informés en avance. Et donc, on voit l'idée qu'on cherche quand même à riposter, mais à contrôler l'escalade. Mais est-ce que véritablement ils peuvent contrôler l'escalade? C'est toute la question qui se pose. C'est facile de rentrer dans une guerre, mais pour en sortir, c'est beaucoup plus compliqué. C'est une autre histoire. Alors on a dit, il y a 40 000 soldats stationnés dans quelques bases donc américaines dans la région, le Qatar, les Émirats, Bahreïn, le Koweït, l'Irak, la Jordanie, l'Arabie Saoudite. Il y a en tout ces 40 000 soldats stationnés. Certains pays, comme par exemple, le Qatar a décidé de fermer son espace aérien. D'autres pays, sans doute, vont suivre. Il a été rejoint par le Bahreïn, les Émirats. Le Bahreïn et les Émirats également. Exactement. Alors, on voit la pression est en train de traverser toutes ces zones. Ces pays sont impliqués de facto dans la guerre, pas la guerre américaine, puisqu'on oublie que le départ avait commencé par les bombardements de Netanyahou contre l'Iran, sans respect du droit international. Oui. Et là, je tombe directement dans votre domaine à vous et dans votre spécialité. Oui, effectivement, l'opération israélienne, juridiquement, on la qualifie d'agression vis-à-vis de l'Iran. Eux, ils l'appellent guerre préventive. Oui, donc sur le plan du droit international, cette conception de guerre préventive n'est pas reconnue, même s'il y a eu certains qui ont essayé de la rattacher à la légitime défense, etc. Mais en soi, c'est pas une notion, c'est une manière de légitimer l'agression, en réalité, du plus fort vers le plus faible. Parce qu'elle ne marche pas dans l'autre sens. Généralement, c'est les plus puissants qui vont recourir à ce concept pour tenter de justifier leur opération. Et donc, effectivement, l'opération israélienne est une agression vis-à-vis de l'Iran, qui viole pas le droit international et la Charte des Nations Unies, que ce soit l'article 2, qui normalement garantit le respect de la souveraineté des États et l'interdiction du recours à la force. Dans le cadre du droit international, on a le chapitre 51 de la Charte qui reconnaît le droit à la légitime défense, mais en réalité, en réaction à une agression. Donc, dans le cas d'espèce, on n'est pas face à une légitime défense pour Israël, c'est plutôt l'Iran qui est en situation de légitime défense. Il y a l'autre exception, Je vous en prie. Où le recours à la force est autorisé sur le plan international, c'est lorsqu'on a une résolution des Nations Unies qui est adoptée sur le fondement du chapitre 7, donc qui est obligatoire, et donc lorsque le Conseil de sécurité autorise une intervention militaire, ce qui n'est pas le cas non plus. Donc que ce soit l'opération israélienne ou américaine
qui a ciblé le sol iranien. Là, on est face à une violation pure du droit international. Violation qui se poursuit actuellement, puisqu'on me dit dans l'oreillette qu'il y a actuellement des explosions à Téhéran. On l'oublie quand même que le poids aussi est lourd pour la population iranienne qui, au fond, n'a rien demandé et qui se retrouve sous la cible des bombardements. Alors, on parle entre guillemets, des civils sionistes, mais très rarement, surtout dans les médias internationaux, on parle très rarement de la population iranienne qui, elle aussi, souffre. Non seulement elle souffrait à cause de l'embargo, mais là, de l'agression sioniste que vous me décriviez à l'instant. Effectivement, et là, on est à des centaines de morts du côté iranien. On parle de milliers, en 1000 morts. Oui, donc une grande majorité, c'est des civils, effectivement. Et le problème, parfois, dans certains médias occidentaux, c'est qu'on a tendance à voir que d'un seul côté, ne pas avoir une vision globale. C'est la même chose par rapport à Gaza, où là, on assiste à un génocide quotidien par rapport à la population civile. Et on a toujours des difficultés dans certains médias à mettre les mots exacts pour qualifier de génocide ce qui se passe sur place. Et toute la problématique du deux poids et deux mesures, malheureusement, qu'on retrouve sur la scène internationale. Alors, plusieurs explosions à Doha. La base d'Al Udeid aurait été donc... alors, les informations se contredisent. Les Iraniens disent qu'elle a été pulvérisée. Les gens sur place disent qu'elle a été sérieusement endommagée. Les Qataris disent qu'ils ont réussi à abattre les missiles iraniens aussi avec leur système anti-aérien. Voilà, il y a encore c'est encore flou, la situation. Il y a encore un flou par rapport à ce qui se passe, et surtout la base en Irak, c'est pas confirmé. On dit qu'elle a été attaquée, mais c'est des attaques encore limitées. On voit pour l'instant la diplomatie n'a aucune place dans ce genre de riposte de part et d'autre. Quoique, peut-être que c'est une diplomatie un peu subtile, puisque vous avez dit tout à l'heure que les Iraniens avaient prévenu les Qataris avaient prévenu les Américains. En même temps, ce matin, les Iraniens et les Russes se sont rencontrés. Les Russes auraient prévenu également les Américains. Peut-être que c'est un jeu pour sauver la face d'à peu près tout le monde, et on y gagne, balle au centre. Non, effectivement, il y a ce jeu sur la scène internationale. Ça, vous, le spécialiste des relations internationales, qu'est-ce que vous en pensez? C'est quelque chose qui existe. Chacun a besoin de sauver la face par rapport à sa propre opinion publique et montrer que les Iraniens, ils doivent montrer d'un côté qu'ils ont riposté à l'agression américaine. Les Américains, ils doivent montrer que finalement, peut-être l'opération iranienne n'était pas si importante que ça, donc ça ne nécessite pas une riposte de leur part, et donc tout le jeu vise à éviter finalement une escalade. Mais ce n'est pas certain qu'on arrive à ça. Alors, ce matin, on l'a dit, Poutine, le président russe Vladimir Poutine a reçu Araghchi, le ministre des Affaires étrangères iranien, à Moscou. C'était une visite qui a fait couler beaucoup d'encre. Alors, par rapport justement à l'agression sioniste à Téhéran, qui est, selon Poutine, totalement injustifiée, déjà, comment interpréter cette formule? Elle n'est pas anodine, cette formule, quand le président russe nous dit qu'elle est totalement injustifiée. Selon vous, c'est un soutien minimal, ou plutôt, est-ce que c'est une alliance qui ne dit pas son nom? Comment situer Poutine dans cette équation? Non, je pense qu'on a une alliance des BRICS quelque part, qui est là, entre les Iraniens, les Chinois, les Russes, etc. L'exception peut-être avec l'Inde. L'Inde, on peut effectivement mettre de côté parce qu'ils ont de très très bons rapports avec Israël. Et Poutine, effectivement, historiquement, la Russie est un soutien, notamment sur le plan militaire et même sur le développement du programme nucléaire civil iranien. À Abu Shahab, c'est toujours des ingénieurs russes qui sont sur place. Et on se rappelle, il y a quelques jours, que la Russie avait monté le ton en disant, limite, qu'il ne fallait pas toucher à l'installation nucléaire de Abu Shahab parce qu'il y avait des ingénieurs russes qui étaient là. Et cette installation n'a pas été bombardée pour le moment. Donc on voit que les Russes essayent de défendre également leurs intérêts dans la zone. Mais effectivement, je pense beaucoup s'attendaient à une intervention beaucoup plus importante de la Russie par rapport au conflit actuel. C'est une opération à minima pour le moment, parce qu'il ne faut pas oublier que la Russie également elle a un autre conflit à gérer, qui est le conflit ukrainien. Et là, ils ont des rapports, on va dire, plus ou moins intéressants avec l'administration américaine pour essayer de trouver un compromis. Donc, ils ne veulent pas nécessairement se mettre les Américains à dos le temps de régler la situation en Ukraine. Alors, il y a d'autres pays, bien sûr, on va parler de la Chine. Parlons-en tout de suite. Et la Chine, dans ce conflit, ou dans cette équation, dans ce damier qui est explosif. On a parlé hier, par exemple, du détroit d'Ormuz. Les Chinois, bien entendu, verraient une fermeture du détroit d'Ormuz comme pratiquement une attaque
par rapport à la demande d'énergie qui vient de 40% de l'Iran. Oui. La Chine, on le voit, elle est aussi indirectement impliquée malgré tout. Hein. Effectivement, et certains analystes disent que même toute cette opération visant l'Iran, il y avait le prétexte du nucléaire qu'on a présenté pour essayer de justifier l'agression israélienne, mais il y a également de déstabiliser ce pays qui est un acteur clé dans le cadre de la stratégie chinoise du développement, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Iran est un pays important par rapport au projet chinois de la nouvelle route de la soie. Et donc il y a eu un armement d'investissements qui ont été réalisés en Iran, et il y a de grands projets qui sont prévus sur place, sans parler effectivement de l'aspect énergétique, qui est l'Iran fournit 40% du pétrole, des hydrocarbures dont la Chine a besoin. Alors je vous pose la question, et finalement, est-ce que ça aussi n'était pas ciblé? Finalement, cette route de la soie, est-ce que c'est dans un troisième niveau? Est-ce que, parce que c'est une route de la soie qui a pour but aussi d'intégrer pas mal de pays, il faut de la paix pour faire du commerce, pour faire des échanges. Est-ce que c'est pas une manière aussi de torpiller, écorner ou abîmer un tout petit peu, ou à ralentir cette fameuse route de la soie? Est-ce que les Chinois ne sont pas aussi ciblés à troisième niveau? Exactement. Lorsqu'on cible l'Iran, on cible forcément les Chinois et les Russes. Ça va de soi, comme c'est un allié stratégique de ces deux États et un membre important des BRICS, plus qu'il a été intégré dernièrement. Et par rapport à la stratégie chinoise, effectivement, donc on ne peut pas mettre de côté que dans cette opération, il y avait l'aspect nucléaire qui a été mis en avant, mais il y a forcément d'autres éléments qui se cachent derrière et qui ne seront jamais dits d'une manière officielle, notamment essayer de ralentir le projet chinois dans la zone. Alors, la zone, qui dit la zone, dit bien entendu les détroits d'Ormuz. Il y a le Parlement iranien, le Majlis, qui a voté à l'unanimité la fermeture du détroit d'Ormuz. On a posé la question à l'échiquier international à pas mal de spécialistes. Certains disent que c'est faisable, d'autres que c'est difficile. En tout cas, unanimement, on dit que l'Iran peut sérieusement ralentir le fret, le transport de pas mal, 20% du commerce mondial passe par là. Je crois qu'en termes d'énergie, c'est 40% de la demande chinoise en termes d'énergie qui passe par là. Est-ce que les Chinois peuvent le fermer concrètement? Qu'est-ce que vous en pensez? Les Iraniens. Les Iraniens. Oui, les Iraniens, non, ils ont la capacité technique, en tout cas de le ralentir. Donc ils peuvent mettre sur place des mines, envoyer des missiles, etc. Donc ça, c'est une réalité qu'on ne peut pas exclure. Et comme vous l'avez dit, le Parlement iranien a voté la fermeture du détroit d'Ormuz. Bon, on attend encore la décision du Conseil supérieur, parce que la décision finale revient au Conseil supérieur iranien pour voir est-ce qu'il va valider cette décision. Et là, ça va aller dans le sens de l'escalade, parce que l'impact va être mondial. En réalité, c'est les Iraniens ferment le détroit d'Ormuz, donc c'est 20 à 25% des hydrocarbures qui passent par ce détroit. Et donc, automatiquement, ça va bloquer les exportations de l'Irak, du Koweït, une partie des exportations saoudiennes vis-à-vis d'hydrocarbures, vis-à-vis du reste du monde. Et automatiquement, ça aura un impact sur le prix des hydrocarbures également. On parle, les tensions se poursuivent, que le baril pourrait atteindre les 130, 150. On a même des analyses qui vont aller jusqu'à $200. Et donc, on peut imaginer que l'impact que cela ça va avoir sur l'économie mondiale. Ça un choc et donc, pétrolier, on aura également une récession sur le plan international. Et l'AIEA, les Iraniens pensent sérieusement à sortir de l'AIEA, eux qui ont pourtant respecté toutes les étapes, les négociations, même les cadres de discussion. Ils jugent qu'ils n'ont pas perçu non seulement le respect, mais en tout cas les accords, puisqu'ils ont stipulé que l'Iran pouvait enrichir l'uranium à 3,7%. Et finalement, on considère qu'ils sont une cible militaire de premier ordre de la part des Américains, mais aussi des sionistes. Oui, c'est exactement ça, parce que le message envoyé, que ce soit par l'intervention israélienne, mais surtout américaine contre les installations nucléaires iraniennes, envoie un mauvais signal à la communauté internationale et à l'ensemble des États en réalité, parce que là, on voit un État qui est membre du TNP, donc qui a signé les accords de non-prolifération, donc qui est soumis au contrôle de l'Agence internationale de l'AIEA en réalité, donc qui s'est conformé à ces exigences, à ces contrôles. Il y avait certaines problématiques, mais qui pouvaient se régler par les négociations. En réalité, c'était l'objectif de toute l'opération qui était en cours avec les Américains avant l'opération israélienne, et l'accord qu'on avait obtenu en 2015 également allait dans ce sens. Et là, le signal qu'on envoie, c'est que lorsqu'on a un État qui quand même se conforme au TNP, finalement, il est menacé en réalité, même s'il développe un programme nucléaire civil, parce que le TNP autorise les États à enrichir de l'uranium à 3,5. Il n'interdit pas l'enrichissement localement. Civil. Et civil, bien évidemment, parce que le militaire, c'est à partir de 90%.
Et finalement, ça risque d'encourager d'autres États et l'Iran à menacer de se retirer du TNP, donc de l'accord de non-prolifération, et de suspendre la coopération avec l'AUA. Et donc finalement, on voit de l'autre côté Israël qui n'est pas signataire du TNP, donc qui ne se conforme juridiquement à aucune de ces limitations, ne subit aucune pression par rapport à ça. Alors on a parlé tout à l'heure de cette diplomatie subtile. Parfois, même nous, journalistes, on est aussi le jouet des déclarations qu'on prend à la première, oui, littéralement, alors que peut-être qu'il y a une autre forme de lecture à asseoir. Puisqu'on a vu par exemple le vice-président américain J.D. Vance qui dit que ce n'est pas une guerre, il parle de l'Iran, ce n'est pas une guerre, mais simplement une frappe et également une source iranienne haut placée qui dit que les sites d'enrichissement d'uranium ont été évacués avant les frappes américaines, donc la majorité de l'uranium aurait été déplacée vers des lieux sécurisés, tandis qu'on a un Trump qui nous dit que les 3 sites que je viens de citer auraient été dévastés. C'est encore flou. Oui, donc là, on voit le jeu. En réalité, les Iraniens ont intérêt, on va dire, à minimiser l'opération américaine, même si elle était très importante, pour justifier peut-être la limite de leur riposte ultérieurement, en disant que finalement, le programme nucléaire iranien, en grande partie, a été sauvé. Et de l'autre côté, Donald Trump a intérêt finalement à amplifier le succès de son opération en disant que finalement l'opération américaine a porté ses fruits. Donc on n'a pas besoin d'élargir cette opération, notamment par rapport à son opinion publique, pour dire que maintenant on n'a pas besoin de bombarder encore plus l'Iran et que cette opération limitée est suffisante. Alors, j'avais envie aussi de parler de 2 autres pays. Le Pakistan. Le Pakistan qui, on le voit en train d'intensifier, de muscler ses menaces en disant que si jamais on arrivait à une frappe de haute intensité, ça veut dire nucléaire, hein, des sionistes à l'endroit de Téhéran, le Pakistan risquait également de rentrer dans la bataille. Qu'est-ce qu'on sait du nucléaire militaire du Pakistan? Est-ce qu'ils ont la possibilité d'exporter comme ça leurs frappes dans des terrains éloignés de leur giron? Oui, non, le Pakistan a cette capacité nucléaire, donc avec même des missiles à longue portée qui peuvent atteindre Israël sans difficulté, on va voir. Mais là, on est également plutôt dans le déclaratif en réalité, parce qu'on suppose qu'il y a très très peu de chances de voir Israël frapper les Iraniens avec l'armement nucléaire, parce qu'ils risquent de perdre le soutien américain. Ils ne le feront pas sans l'autorisation américaine dans tous les cas. Et je ne pense pas que les Américains vont autoriser une telle frappe. Mais sauf que cette fois, on parle d'une partie prenante du conflit. C'est-à-dire, normalement, on demanderait à une puissance qui serait neutre. Là, les Américains sont partie prenante de ce conflit du côté sioniste. Oui, non, il n'y a pas de neutralité de la part des Américains, même s'ils ont essayé de jouer la carte de la neutralité depuis un certain temps et de lancer des négociations avec les Iraniens. Ça reste un soutien, le soutien principal d'Israël dans la région, et ça va de soi que les Américains même l'opération israélienne n'aurait pas pu être menée à la base sans le feu vert américain. Donc ça va de soi. Pour les Américains, peut-être l'objectif était de pousser les Iraniens à accepter un accord selon leurs propres conditions. Pour les Israéliens, c'était de mettre fin totalement au programme nucléaire iranien et le programme balistique. Peut-être que ce n'était pas les mêmes objectifs, mais dans tous les cas, l'opération israélienne n'aurait pas pu être menée sans l'aval américain. Et pour revenir au Pakistan, le Pakistan effectivement a menacé de frapper, d'utiliser son armement nucléaire. Mais comme je le disais, pour l'heure, je pense que ça reste du domaine plutôt symbolique en réalité, pour montrer qu'on est là, qu'on soutient quand même l'Iran. Mais et même apparemment, certaines informations qui circulaient ont laissé sous-entendre que les Pakistanais avaient fourni des informations aux Iraniens par rapport au déplacement des forces israéliennes au niveau des frontières avec le Pakistan. Alors le temps file, Bassem Larraj, malheureusement. Jusqu'où ira l'escalade finalement? Là, en réalité, tout dépendra de la riposte et de la contre-riposte. Donc là, on a eu le début de la riposte iranienne, qui reste pour le moment d'ordre symbolique. Ce n'est pas une riposte d'une ampleur très très importante en réalité. Il n'y a pas eu de soldats américains tués, notamment pour le moment. Pour les informations qu'on a, il n'y a pas eu de soldats ou de matériel américain véritablement détruit. Donc ça dépendra de ce que Trump va dire après la réunion de son conseil de défense. Et est-ce que les Américains vont décider d'intensifier leurs opérations? Est-ce qu'ils vont rentrer dans la guerre finalement contre l'Iran? Parce qu'eux, ils ont dit qu'après les opérations qui ont ciblé les sites, ils avaient fini. Et donc là, est-ce qu'ils vont rebombarder encore une nouvelle fois le territoire iranien ou non? Est-ce que les Iraniens vont cibler d'autres installations américaines dans la zone en dehors de l'Irak et du Qatar? Donc c'est vraiment... C'est encore la question reste posée. Voilà, c'est complexe.
Besmillah, on arrive à la fin de notre entretien. Merci de nous avoir accompagnés et nourri les échanges. Je rappelle que vous êtes spécialiste en droit international et aussi professeur en droit international et spécialiste en relations internationales plutôt. Merci d'avoir été des nôtres. L'échiquier international arrive à sa fin, mais on se retrouve demain, même heure et même chaîne. D'ici là, portez-vous bien et bonne continuation des programmes sur Al24 News.